Alors bonjour à tous et à toutes. Donc voici la première vidéo sur les trois que je vais donc j'ai préparé pour pouvoir réaliser l'activité construire une église au Moyen-Âge, l'art roman et l'art gothique. Alors si je dis que c'est la première vidéo, c'est qu'en fait vous avez dû remarquer que dans votre cahier, vous avez collé trois fiches à la page 58, 59 et 60. Eh bien vous allez avoir une vidéo pour chacune des fiches. Ici la vidéo numéro 1 correspond à la fiche qu'on a collée à la page 58. Alors quelques conseils pour commencer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais utiliser du vocabulaire, montrer des photos, des vidéos afin de vous permettre de comprendre. Et vous allez voir que parfois je vais indiquer certains mots en bleu et en rouge qui seront importants afin de compléter les différents polycopiés. Puis dans un second temps, vous allez voir que je vais indiquer par un message en rouge, appuyez sur espace ou le bouton pause pour réaliser la consigne. Et bien quand vous verrez ce message écrit en rouge, vous pourrez faire pause et réaliser là où les consignes que je vous aurai indiquées à l'oral. Donc une phase où j'explique et une phase où c'est à vous de jouer. Alors les objectifs sont assez simples, il y en a trois. Donc le premier est de placer dans le temps et dans l'espace l'art roman et l'art gothique, d'où la frise et la carte à la page 58. Puis ensuite identifier les éléments d'un plan d'une église dans le monde catholique à ce moment-là, donc dans l'Occident chrétien catholique. Ça c'est l'exercice numéro 3 de la fiche page 58. Et enfin, avec les deux autres fiches, eh bien on va chercher à identifier et à reconnaître les principales caractéristiques d'une église romane et d'une église gothique. Alors d'abord, pour commencer en introduction, quand on parle d'art ou de style, en fait, il faut entendre une période, donc on a une durée dans le temps où l'art ou le style va se diffuser, va être concrétisé, réalisé. Alors ça va toucher différents domaines et différentes activités humaines, artistiques, donc l'architecture, la construction de bâtiments, la peinture, la sculpture, l'écriture. Un art ou un style va avoir en général des caractéristiques communes, autrement dit des points communs, des traits communs, et parfois on peut avoir des variantes locales, des petites différences locales, puisque parfois les aires de diffusion vont être tellement grandes que bien sûr chaque région, chaque pays va parfois adapter plutôt le style en y ajoutant un élément particulier supplémentaire. Et enfin, il faut bien comprendre que derrière un art ou un style, eh bien, on va avoir des idées qu'on veut exprimer en fonction en fait d'une époque, d'une religion, d'une culture, bref, de pratiques que les hommes ont à ce moment-là. Alors là, on va réduire sur le champ de l'architecture, donc une église romane et une église gothique. Alors, un petit texte pour voir un petit peu ce petit texte qui a été écrit par Raoul Glaber, qui était un moine, qui a vécu au début du XIe siècle. Il nous dit ceci. Aux environs de la 3e année après l'an 1000, surtout en Italie et dans les Gaules, on reconstruisit les églises à neuf, comme si le monde, dépouillant ses vieux vêtements, voulait se couvrir d'un manteau blanc d'église. Ce ne sont pas seulement les églises des évêchés et des monastères que les fidèles ont alors reconstruites, mais aussi tous les lieux de prière et des villages. Donc comme vous le voyez ici, on va avoir aux alentours de l'an 1000 un Occident chrétien qui va se recouvrir d'un blanc manteau d'église un peu partout, dans les évêchés, donc là on a les évêques, dans les monastères, donc les abbayes, mais aussi dans les villages, les petites églises vont se reconstruire. Alors du coup on va se poser deux grandes questions à travers ces trois vidéos. La première c'est quand et où se développe ce blanc manteau d'église en pierre. Alors ça on le verra surtout dans la vidéo numéro 1. Et puis quelles sont les caractéristiques architecturales de ces églises médiévales. Donc ce sera l'exercice 3 dans la vidéo 1, ainsi que la vidéo 2 et la vidéo 3. Alors là, vous pouvez prendre votre polycopier à la page 58 pour qu'on puisse réaliser ensemble les trois exercices. Alors bien sûr, il vous faut un crayon de bois, une règle et des crayons de couleur pour réaliser les différents exercices. Vous pouvez aussi avoir quelques stylos bleus, quelques stylos noirs, bien sûr, quand vous estimez que vous êtes sûr de votre coup et que vous pouvez réaliser sans problème les consignes. Ou si vous voulez que ça se fasse plus propre. Alors, premier exercice, on va donc s'attacher à construire une frise, puisqu'on va placer dans le temps l'art roman et l'art gothique. Donc on prend bien son polycopier, page 58, exercice 1, tout en haut.
Alors voici la frise. Alors comment on va procéder? Vous avez remarqué qu'ici j'ai mis une consigne en jaune, en surbrillance jaune. Et bien dans ce premier exercice, on va en fait réaliser cette consigne. Je vais les lire, j'apporte quelques précisions, et puis à un moment donné, vous pourrez appuyer sur espace ou sur le bouton pause pour réaliser la consigne. En tout, on en a 7. 7 slides, 7 consignes, 7 moments où vous allez arrêter la vidéo pour réaliser la consigne. Alors la première consigne, on vous demande au crayon de bois de graduer la frise au-dessus et en dessous avec l'échelle suivante, à savoir 2 cm est égal à 100 ans. Alors justement, ici, nous n'avons pas de 0, donc il n'y a pas de 0 de frise en quelque sorte. Donc il va falloir que vous mettiez le 0 de votre règle sur l'année 800 et vous mettez un tiret tous les 2 cm. Normalement, à un moment donné, vous devez arriver à mettre le dernier tiret ici, mais vous ne le mettrez pas puisqu'on est dans la flèche du temps. Vous faites pareil en bas, vous déposez votre règle ici, le 0 de votre règle, et vous mettez un tiret tous les 2 cm. C'est à vous. Dans la consigne numéro 2, comme on veut graduer, il faut qu'on indique les années. Donc on va aller de l'an 800 à l'an 1600 que vous pouvez écrire au stylo noir, comme indiqué ici. La dernière année sera effectivement l'année 1600. Et on a bien respecté l'échelle suivante, 2 cm est égal à 100 ans. C'est à vous. La troisième consigne. Vous avez dû remarquer que la frise est divisée en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Dans la partie supérieure de la frise, on va placer 2 années, l'année 900 et l'année 1200. C'est assez facile à placer puisqu'on a déjà placé les grandes dates importantes, une par siècle. Vous pouvez le faire au crayon de bois en traçant un trait dans la frise. Vous avez ainsi placé l'année 900 et l'année 1200. C'est à vous. Quatrième consigne. On va colorier en jaune la période entre les deux dates, montrant l'époque de l'art roman. Puisqu'en effet, on veut représenter une durée, une période, avec une date de début et une date de fin. Voici ici le jaune, tel que vous devez le faire. C'est à vous. La consigne numéro 5. Dans la partie inférieure de la frise, vous devez placer les années 1100 et 1500. Toujours au crayon de bois, en plaçant un trait. C'est à vous. Consigne numéro 6, un petit peu comme la consigne numéro 4, on va en fait colorier ici en rouge la période entre les deux dates, montrant l'époque de l'art gothique, comme indiqué ici. C'est à vous. Et enfin, la consigne numéro 7. Alors dans la consigne numéro 7, c'est pas très compliqué, il faut compléter la légende avec les informations qui sont contenues dans les consignes précédentes, mais qu'on a ici sur la frise. Je vous donne tout de suite la réponse, c'est assez facile. On a donc représenté en jaune l'art roman qui démarre de 900 à l'année 1200, et on a représenté en rouge la période de l'art gothique de 1100 à 1500. C'est à vous. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2, où on va placer dans l'espace l'art roman et l'art gothique. Voici les deux cartes que vous devez utiliser pour répondre aux 6 questions. Alors pour simplifier les choses, on va diviser le travail en deux. Les 3 premières questions portent sur cette carte-là, la partie qui se trouve à gauche, qui concerne l'ère de diffusion de l'art roman. Je vous laisse faire les questions. Alors, peut-être que la question numéro 3 vous a posé un petit problème. Observez un petit peu cette image pour savoir un petit peu et tenter de trouver la bonne réponse. Ici, vous avez l'église de Saint-Nectaire, qui se trouve donc au cœur du village de Saint-Nectaire, et regardez un petit peu le type de paysage qu'on a autour. Campagne ou ville? On retourne à la double carte, et là cette fois-ci on va réaliser les questions 4, 5 et 6 à l'aide de la carte de droite. Voici les 3 questions, lisez-les bien, répondez sans faire de phrase en observant la carte que vous voyez ici à droite. Regardez bien sûr la légende. C'est à vous. Alors pour aller un petit peu plus loin, voici ici
une carte un peu plus détaillée et rapprochée qui peut vous indiquer l'espace de répartition des premières églises construites en style gothique. Alors, si vous regardez bien, on a ici une grande région qui se trouve en fait dans un royaume bien particulier, donc vous voyez le nom ici. Et là, vous devez vous remarquer qu'au final, la plupart de ces églises gothiques, elles sont construites dans ce royaume. Alors je pense que vous allez mieux comprendre si, à l'époque, on n'appelait pas cet art l'art gothique. On appelait cet art l'art français. Je crois que c'est assez clair, puisque l'essentiel des premières églises gothiques, elles ont été construites dans le nord du royaume de France. L'art français. Alors, l'art français, ou art gothique, est apparu en fait dans une petite ville, aujourd'hui du moins c'est une ville, qui se trouve à peu près à 10 km de Paris, c'est la ville de Saint-Denis. Vous avez ici la façade, la première façade d'une église qui a été construite selon l'art gothique. Alors pas par n'importe qui, ça a été construit par un homme qui s'appelait l'abbé Suger. Donc un abbé, on a vu, c'est-à-dire qu'il était à tête d'un monastère, d'une abbaye. À partir de l'année 1130, cet homme était extrêmement important puisqu'il a été conseiller de 2 rois capétiens qu'on verra un peu plus tard au début du XIIe siècle. Alors aussi, on replace le cadre de l'abbaye la basilique de Saint-Denis. Vous l'avez ici. Vous avez l'immense ville actuelle. Et là, je pense que vous avez dû reconnaître ici un élément important architectural. Je ne vous dis pas lequel, je pense que vous avez trouvé. Et tout au fond, on remarque bien qu'on n'est pas trop loin de Paris. Je pense que vous avez aussi compris de quel monument il s'agit. Autre exemple de façade gothique. Vous avez ici la cathédrale de Laon, construite au XIIe et XIIIe siècle, en Picardie, dans l'Aisne. Voici la cathédrale de Laon située dans la ville de Laon. On trouve bien actuellement la gare et les lignes de chemin de fer. Vous avez ici la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc qui se trouve bien sûr à Paris, construite au XIIe et jusqu'au XIVe siècle. Il a fallu quand même pas mal de temps. Alors là, je vous propose 2 petits liens que vous pouvez utiliser pour voir des reconstitutions en 3 dimensions de cette cathédrale. Et normalement, les liens, vous les verrez en haut à droite. Voici la cathédrale Notre-Dame de Paris replacée dans la ville de Paris. Bien sûr, malheureusement, heureusement en tout cas avant l'incendie. Mais comme vous le savez, il y a eu malheureusement un incendie terrible. Là, on a une vue aérienne parfaite qui montre clairement la ville de Paris et la cathédrale en flammes. Le 15 avril 2019. On se rapproche un petit peu. Là, on était au début de l'incendie et vous connaissez la suite. Puisque le toit et la flèche ont complètement été ravagés. Une partie des voûtes ont été transpercées et le bâtiment est en restauration jusqu'en 2024. À peu près. Un autre exemple d'édifice gothique, la cathédrale de Reims. Cette cathédrale donc qui n'est pas n'importe quelle ville, parce que c'est à la fois la ville du baptême de Clovis, d'après la tradition, mais en tout cas c'est la ville où les rois de France vont être sacrés. Donc une ville extrêmement importante pour l'État français et le royaume de France, enfin en tout cas pour le royaume de France. Voici la cathédrale de Reims, replacée dans la ville de Reims aujourd'hui. Et enfin, la cathédrale d'Amiens, qui fera l'objet de la vidéo numéro 3, qui a été construite essentiellement au XIIIe siècle. Et quand même, une petite image, une photo pour vous replacer dans son contexte actuel, la cathédrale d'Amiens, entourée de la ville d'Amiens, où vous avez ici le palais de justice, peut-être ceux qui connaissent un petit peu Amiens, le palais de justice. Là au fond vous avez la tour Perret, et là ici vous avez à côté les bâtiments de l'évêché, là où en fait habitait l'évêque au XVIIIe siècle. Aujourd'hui c'est l'école de commerce aujourd'hui. Donc une école après le bac, après le lycée si vous préférez. Maintenant, on va se pencher à l'exercice numéro 3. On va justement travailler sur le plan d'une église. Alors qu'on soit dans une église romane ou une église gothique, on va retrouver des éléments sensiblement identiques. Mais vous remarquez qu'ici, je vous ai mis des petits plans, des petits dessins, et on peut se poser la question, mais quels sont ces hommes qui pouvaient dessiner ces plans d'église?
Alors j'ai pris un exemple parmi tous les maîtres d'ouvrage qui pouvaient exister. Un en tout cas des plus, entre guillemets, on va dire, connus, puisqu'on a retrouvé sa pierre tombale qui se trouve dans la cathédrale de Reims, un certain Hugues Libergier. Et lorsqu'il a été enterré, on a donc sculpté sur cette pierre tombale le personnage en question, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'on l'a revêtu de son habit, de maître d'ouvrage, et surtout on l'a mis en avant les outils qu'il pouvait utiliser. Dans les mains, on voit ici qu'il tient en fait dans ses mains l'église qu'il a construite. Alors il n'a pas construit la cathédrale de Reims, mais il a construit une autre église qui se trouve dans la ville de Reims, qui malheureusement n'existe plus. Alors ce maître d'ouvrage, ce maître d'œuvre est un architecte, un expert. Il va disposer en fait de 3 outils importants. On va retrouver ici le compas. On va retrouver ici l'équerre, qui va bien sûr lui permettre de tracer des courbes et des traits perpendiculaires ou parallèles. Et enfin, ici, un long bâton, alors qui pourrait ressembler à une règle. Hein, on pourrait dire ça que c'est une règle, mais c'est quand même une très très grande règle. On appelle ça une pige. Cette pige, en fait, elle est marquée avec différentes mesures, et ces différentes mesures ne correspondent pas au centimètre et au mètre tels qu'on l'a aujourd'hui. Ces différentes mesures correspondent à ce qu'on appelle des coudées. Donc la coudée, c'est la longueur qui sépare le bout de mes doigts jusqu'à mon coude, ou le pied, ou le pouce, donc différentes mesures qu'on utilisait à l'époque, et qui étaient parfois héritées de l'Empire romain. Donc ce sont ces maîtres d'œuvre qui vont en fait s'attacher à concevoir les plans des cathédrales, concevoir le plan des pièces. C'est eux qui vont dessiner ces plans de pièces, mais on en a retrouvé très très peu, parce que la plupart malheureusement ont été détruits. Ou alors tout simplement, ces plans étaient transmis de maître à maître, et n'étaient jamais vraiment mis par écrit. Alors en général, un maître d'œuvre, ça dessine, donc on devrait avoir retrouvé des plans, ou on devrait avoir retrouvé des éléments de travail. Eh bien, en fait, le maître d'œuvre va réserver une salle de son atelier qu'on appelle la salle du trait, et sur le sol, dans le sable ou avec de la craie, il va dessiner différents éléments qu'il veut faire réaliser. Jamais le plan en entier, mais il va dessiner à l'échelle certaines pièces. Alors quand je dis à l'échelle, ça veut dire en grandeur nature, en quelque sorte, certaines pièces. Et ces pièces ensuite étaient reproduites à partir de gabarits, dans des gabarits, et ces gabarits, en fait, pouvaient servir à la taille de la pierre ou des différentes pièces nécessaires à la construction des bâtiments. Alors voici le plan qu'on va compléter. Bon, c'est pas très compliqué. Je vais en fait vous faire une description progressive donc du plan, où je vais au fur et à mesure compléter les 2 tableaux que vous avez à droite. Alors d'abord on va retrouver l'autel, qui est donc la table sacrée. C'est le lieu le plus important et le plus saint d'une église, là où se déroulait l'essentiel de l'activité religieuse des chrétiens, que l'on va colorier en rouge. L'autel ne se trouve pas n'importe où, il se trouve dans le chœur, qu'on va colorier en orange. Pour circuler autour du chœur, on va construire un couloir qu'on appelle un déambulatoire qui permet de déambuler, autrement dit de marcher, de circuler autour du chœur. En général, cette partie était une partie réservée au clergé, autrement dit aux hommes d'église. Les fidèles n'avaient pas accès directement au chœur et directement à l'autel principal. Par contre, les fidèles pouvaient parfois aller jusqu'au transept. Le transept étant la partie ici qu'on va colorier en bleu, qui se trouve à la perpendiculaire du chœur. Et tout le reste du bâtiment, là où les fidèles vont être présents, et qu'on va colorier en vert, c'est la nef. Alors si vous regardez bien, si on trace un axe du chœur jusqu'à la nef, on a un axe vertical. Si on prend le transept ici, on a un axe horizontal, et j'ai fait la forme d'une croix latine. Donc les églises catholiques sont construites selon un plan en croix latine. La croix latine rappelle la croix en fait de Jésus sur laquelle il a été crucifié. Donc de manière schématique, ici on aurait la tête, là on aurait les bras, et là on aurait le corps du Christ. Et les fidèles donc viennent prier ici, peuvent aller jusqu'au transept, et le chœur est en général réservé au clergé.
Alors pour aller un peu plus loin, vous remarquez que ces différentes grandes parties sont parfois subdivisées en d'autres petites parties. Alors le fidèle en général va rentrer par le porche. Le porche est une sorte de grande entrée qui peut être monumentale. En tout cas, c'est une entrée qui permet d'accueillir, donc de faire rentrer et de faire sortir un maximum de personnes, un maximum de fidèles chrétiens. Une fois passé l'entrée, ils arrivent dans ce qu'on appelle le narthex. Le narthex est une entrée aménagée, une entrée un peu spacieuse, qui permet aux fidèles de se distribuer dans l'ensemble de la nef. Puis, de chaque côté de la nef, on va trouver ici les bas-côtés. Alors, on verra pourquoi on appelle ça les bas-côtés. Alors déjà, à côté, c'est pas très compliqué. À côté, ça se trouve à côté de la nef. Et bas, vous le verrez par la suite quand on fera le travail sur la vidéo 2 et la vidéo numéro 3. Et ces espaces-là, qui sont des espaces de circulation, permettaient parfois d'accéder à d'autres sanctuaires qu'on va appeler des chapelles latérales. Pareil, latéral, ça signifie sur le côté, donc sur le côté de la nef, donc sur le côté des bas-côtés. Et les chapelles étant des lieux de prière qui étaient parfois réservés pour commémorer des saints ou honorer des saints honorer des saints dans le calendrier chrétien. Ensuite, en J, on va retrouver ici un élément, alors c'est pas une pièce, mais c'est l'espace qu'on va retrouver ici entre deux piliers. Parce que bien sûr, tous les points que vous avez ici, ce sont des piliers. Ces piliers sont séparés par un espace régulier. Et bien cet espace régulier, on appelle ça une travée. Donc une travée, c'est l'espace entre deux colonnes, pour simplifier les choses. Alors là, on revient sur le transept. Et là, nous sommes la partie centrale du transept, qui va justement se trouver au centre de la croix. Donc c'est pas très compliqué, on va appeler ça la croisée du transept. Puis de chaque côté de la croisée du transept, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de bras, eh bien on a ce qu'on appelle les bras du transept. C'est pas très compliqué. En M, on va retrouver de chaque côté des bras du transept d'autres chapelles qui sont justement orientées dans la même direction. Alors vous remarquez que la flèche, le nord, n'est pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Le nord n'est pas en haut de mon polycopier. Le nord se trouve en fait à gauche. Donc là, on a le nord, le transept nord. Là, le transept sud. L'entrée se trouve à l'ouest, ce qui veut dire que le cœur se trouve à l'est. Regarde vers Jérusalem, vers le soleil levant. C'est la symbolique de la résurrection, de la renaissance, un peu comme quand le soleil se lève, le soleil renaît. Et donc, ces chapelles, elles sont pas orientées n'importe où, elles sont orientées justement vers l'est. Et donc, on va appeler ça des chapelles orientées. En N, on va retrouver d'autres chapelles, mais qui ne sont pas organisées de la même manière. Elles sont pas toutes organisées vers l'est, à part bien sûr celle-ci qui, elle, est dirigée carrément à l'est. Mais elles sont dirigées, elles sont organisées par rapport au cœur, par rapport à l'autel, et elles vont former ce qu'on appelle des rayons. Donc, on va appeler ça des chapelles rayonnantes. Car elles rayonnent autour du déambulatoire, qui lui-même se trouve autour du cœur. Et enfin, si on revient au tout début, avec la double lettre O ici, on a affaire au tour. Donc, pour résumer, les églises sont divisées principalement en 4 parties. Dans la première, on va trouver l'autel. Puis, chacune des parties va être subdivisée en espaces de circulation, comme les bas-côtés ou le déambulatoire, ou des espaces pour des rites ou des cultes ou des pratiques religieuses, on va dire, plus localisées dans le temps, en fonction d'un calendrier ou en fonction de la localité dans laquelle se trouve l'église. Donc, on a les chapelles latérales, les chapelles orientées, les chapelles rayonnantes. Et ne pas oublier que le plan d'une église se fait en fonction d'une croix latine qui est dirigée vers l'est. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez appuyer sur pause et réaliser l'activité. Voilà, c'est fini pour la première vidéo qui concernait la page 58 de votre cahier. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Et je vous mets tout de suite en bas à gauche le lien de la vidéo numéro 2 et en bas à droite le lien de la vidéo numéro 3.
Alors je rappelle que la vidéo numéro 2 concerne l'activité que vous avez collée à la page 59 concernant l'art roman. Et la vidéo numéro 3 concerne l'activité que vous avez collée à la page 60 concernant l'activité sur l'art gothique. Au revoir et merci.